Bonjour à tous, enchanté, maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expatriation à Dubaï et notamment ce qu'il faut savoir. Alors pourquoi Dubaï? Alors qu'on parle de Dubaï, c'est au sens large les Émirats arabes unis, parce que c'est aujourd'hui une des destinations les plus prisées par les résidents fiscaux français qui souhaitent s'expatrier. Et donc, il faut comprendre quel est l'intérêt fiscal de ces Émirats et quels sont les risques et les questions qu'il y a lieu de se poser si on souhaite s'expatrier aux Émirats. Sachant que Dubaï et avec Abu Dhabi sont les deux Émirats sur les sept qui sont on va dire, les destinations privilégiées des résidents fiscaux français. Sachant qu'on part du principe qu'aujourd'hui, vous êtes résident fiscaux français et que vous posez la question de vous expatrier. Alors, première chose, connaître les caractéristiques fiscales de Dubaï. Les Émirats arabes unis donc, sont des destinations intéressantes fiscalement et pour trois raisons essentielles. D'abord, une absence d'impôt sur le revenu. En France, on a de l'impôt sur le revenu, une tranche jusqu'à 45%, plus la contribution sur les hauts revenus, c'est-à-dire qu'on peut être imposé jusqu'à 49%. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière et même d'impôt sur la fortune à Dubaï, alors qu'en France, lorsqu'on a, alors, au-dessus d'1,3 million, on paye l'impôt sur la fortune immobilière et son montant peut être de 1,5% de son patrimoine lorsqu'on dépasse un patrimoine de 10 millions d'euros. Autre élément important, lorsque vous avez une société française, et vous avez des titres d'une société française et que vous bénéficiez d'une distribution de dividendes, habituellement, la France retient pour les résidents fiscaux étrangers une retenue à la source qui est, on va dire, en moyenne de 15% et quelquefois 10%. Lorsqu'on est résident fiscal français, on paye 30% ce qu'on appelle la flat tax. Par contre, lorsqu'on réside aux Émirats arabes unis, la retenue à la source est de zéro. Ce qui signifie que si vous avez des titres d'une société française, que vous percevez des dividendes, à part l'impôt société en France, vous n'aurez plus aucune imposition jusqu'à ce que ça rentre dans votre poche. Donc, c'est quand même un avantage hyper important, souvent qu'on laisse de côté parce qu'on parle plus de l'absence d'impôt sur le revenu, mais l'absence de retenue à la source, c'est extrêmement particulier, c'est extrêmement rare, mais c'est lié aux caractéristiques très particulières de la convention fiscale qui lie les Émirats arabes unis et la France. Néanmoins, on a un système aujourd'hui qui évolue, puisqu'à compter de juin 2023, on va voir l'instauration d'un impôt sur les sociétés. Alors, ça a fait pas mal de bruit lorsque c'est sorti en expliquant que les Émirats arabes unis allaient cesser d'être un paradis fiscal. Qu'on soit clair, ça ne change pas véritablement la donne et je vous l'explique pourquoi. Euh, on a aujourd'hui deux types de sociétés lorsqu'on souhaite s'installer aux Émirats. On a soit la mainland, qui est l'entreprise locale classique, qui d'ailleurs à l'origine était une société réservée aux Émiratis, soit la free zone, qu'on peut souvent comparer à une société offshore, qui reste encore très privilégiée des investisseurs étrangers, qui se trouvent dans des zones géographiques définies. Alors, les zones géographiques définies à Dubaï, c'est notamment des buildings. Donc, vous avez quand même plusieurs centaines de free zones avec des avantages fiscaux. Par contre, on ne traite pas avec les particuliers. Et donc, vous allez voir, selon qu'on soit en mainland, normalement, on est imposé à l'impôt société. Et si on est en free zone, il faut regarder si on a une activité sur les territoires émiratis. C'est généralement pas le cas puisque les free zones sont des sociétés qui font de l'import-export, du conseil, qui, qui interviennent dans beaucoup de domaines, mais qui ne rendent pas obligatoirement de services particuliers sur les territoires émiratis. Et si effectivement cette société ne rend pas de diligence sur le territoire émirati, on va se retrouver avec une non-imposition à l'impôt société. Or,
Les free zones, c'est quand même la société qu'on vient chercher lorsqu'on va s'expatrier aux Émirats arabes unis. Donc, non seulement on a une base relativement faible, mais surtout, on a un impôt qui... Alors, on a plusieurs éléments parce qu'au début, on parlait de 9%, à présent, on parle de 11%. A priori, on devrait revenir sur une imposition à 9% et à partir d'un montant de résultat qui tournerait en équivalent euro autour des 100 000 euros. Donc, on voit, lorsqu'on a une première vision des Émirats arabes unis, euh, une zone avec une fiscalité quand même hyper privilégiée à titre personnel et au niveau de l'activité économique, une imposition qui pourrait venir se greffer, mais encore une fois extrêmement faible, et quand même qui concerne des activités vraiment limitées, on va dire, à la fréquentation du territoire émirati, type restaurant, coiffeur, ou des services à la personne liés aux Émirats. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, qu'est-ce qu'il faut regarder? La convention fiscale. Pourquoi? Parce que la convention fiscale, elle va régir les relations entre la France et les Émirats lorsque vous décidez de partir. Aujourd'hui, vous êtes résident fiscaux français, vous avez donc une imposition sur vos revenus mondiaux, sur votre patrimoine mondial, et puis le jour où vous devenez résident fiscal émirati, vous ne serez imposable en France que sur les revenus de source française. D'ailleurs, typiquement, lorsqu'on quitte la France, l'année de départ, on a deux déclarations à faire. Une déclaration 2042 classique qui concerne la période du 1er janvier à votre date de départ, et une deuxième déclaration qui concerne la période de départ jusqu'au 31 décembre, qui s'appelle une 2042 NR, comme non-résident. Elle est uniquement à produire l'année de départ ou l'année de retour en France. Et là, on va faire un peu son marché. Dans une déclaration de résident, vous allez déclarer vos comptes à l'étranger et la totalité de vos revenus, avec des déductions ou des réductions d'impôts. Lorsque vous quittez la France, vous n'êtes plus soumis, vous ne pouvez plus bénéficier de déduction ou de réduction d'impôts. Alors, autre particularité, parce que nous, on le trouve aussi pas mal sur les Émirats arabes unis, il ne faut pas partir du principe que lorsqu'on quitte la France, on quitte obligatoirement toute la famille. On a pas mal de situations où lorsque les personnes sont mariées sous le régime de la séparation, sans être pour autant divorcées, ils peuvent avoir une fiscalité, par exemple pour l'épouse qui garderait des enfants en France et avec les enfants en France, une fiscalité en France, puis l'époux qui serait aux Émirats arabes unis, lui aurait une fiscalité émirati en qualité de non-résident. C'est peu connu, mais extrêmement courant, et ça n'entraîne pas plus de redressement ou de contrôle de la part de l'administration fiscale si c'est bien aménagé. Donc, une fois qu'on va voir la convention fiscale, on a un sujet relativement important vis-à-vis des Émirats. Pourquoi? Parce qu'on a une spécificité dans la convention fiscale de 1989 qui est l'article 19.2. Alors, je voulais surligner en jaune fluo parce que c'est vraiment quelque chose d'atypique. Mais le régime fiscal des Émirats est tellement atypique que la France a voulu se protéger par cet article 19.2. Cet article 19.2, je vous en fais la synthèse, il signifie que même si vous résidez aux Émirats arabes unis, dans la mesure où vous remplissez les conditions de la résidence fiscale française, et on va voir c'est l'article 4B, vous seriez imposable en France sur vos revenus. Et nonobstant les autres dispositions de la Convention. Ça veut dire que c'est une disposition importante. Alors, elle est beaucoup mise en application parce qu'on a, depuis un certain nombre d'années, notamment des influenceuses qui se sont dit, super, j'ai une société française, je vais aller à Dubaï, je ne vais plus payer d'impôts. Et la France les a contrôlées et leur a dit, bah, OK, sauf que vous ne vivez au regard à Dubaï qu'au regard de revenus de source française, d'une société française. Donc, on est obligé de considérer que vous êtes résident fiscaux français. Alors, pourquoi ce raisonnement? Parce que l'article 4B du Code général des impôts
définit les critères de la résidence fiscale. Et ces critères sont alternatifs. Il suffit que vous remplissiez un des critères pour devenir résident ou demeurer résident fiscal français, même si vous habitez constamment aux Émirats arabes unis. Donc, les critères, c'est quoi? C'est un foyer d'habitation en France. Bon. Donc, généralement, nous, on va faire un arbitrage lorsqu'on va préparer un dossier en préconisant à notre client, en lui disant il faut soit louer, soit vendre votre résidence principale et louer toutes les autres résidences que vous possédez. Parce que la notion de résidence, de foyer d'habitation, c'est tout simplement un lieu où vous pouvez vivre. Donc, ce n'est pas obligatoirement l'ancien appartement que vous aviez à Paris, mais éventuellement celui dont vous avez encore la libre disposition dans le sud de la France ou en Normandie ou en Bretagne. Deuxième élément, c'est la durée du séjour, qui est importante. Et puis, le troisième, c'est le centre des intérêts économiques. C'est souvent cet élément qui va permettre de définir si on va rentrer ou pas dans les cases de la résidence fiscale d'Ubayotte et est-ce qu'on risque une remise en cause. Donc, vous voyez, lorsqu'on fait le point sur les Émirats arabes unis, une fiscalité très intéressante, une convention, vous allez voir, plutôt intéressante, mais attention, à la fin, une clause, ce qu'on appelle aussi une clause un peu balai, qui va faire dire qu'on ne peut pas partir aux Émirats dans n'importe quelle condition. Et donc, la question qui était de se dire comment on se prépare, qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on souhaite s'expatrier, on va le faire en 3 temps. Premier temps, souvent, nos clients viennent nous voir et puis on va analyser les dispositions de l'article 19.2. On va l'analyser en patrimoine, mais surtout en termes de revenus post-départ. Donc, on va analyser leurs revenus avant départ, leur demander pourquoi ils partent, quel est leur projet, comment ils vont avoir des sources de revenus dubaïotes ou françaises et quel va être l'équilibre. Puisqu'il n'est pas interdit de conserver des sources de revenus françaises. L'idée, c'est d'avoir des sources de revenus dubaïotes plus importantes pour ne pas rentrer dans les dispositions de l'article 19.2. Donc, on va regarder les salaires de sources françaises, si la personne est mandataire social. Donc, ça, c'est souvent un élément handicapant et nous, on leur demande de changer ou trouver un autre mandataire social. S'il y a des dividendes, des distributions de dividendes habituelles de sources françaises, et puis qu'est-ce qu'on a en termes de revenus fonciers. Alors, sur la typologie des clients qui partent aux Émirats, on va dire on a 3 typologies. Des retraités, et ça pose pas tellement de problèmes parce que souvent ils ont des liquidités plutôt hors de France, Luxembourg, Suisse ou même un peu plus loin, et donc on retrouve l'équilibre et les dispositions de l'article 19.2 ne sont pas gênantes. Soit on a des personnes plutôt jeunes qui partent avec très peu de patrimoine et qui coupent totalement les ponts avec la France, soit on se trouve, bien souvent, c'est la moitié des cas, avec des dirigeants d'entreprise qui disent je veux conserver ma société en France, comment faire pour pouvoir m'installer, continuer à percevoir peut-être moins de rémunération, plus de dividendes et ne pas être exposé aux dispositions de l'article 19.2. Donc, cette analyse, telle que je viens de vous la présenter, elle est vraiment nécessaire, indispensable lorsqu'on souhaite partir. Sinon, c'est quand même un fort risque de requalification de résidence fiscale. Et comme Dubaï est quand même sous le feu des projecteurs, on a quand même une grande partie des demandes de l'administration qui viennent concernant nos clients qui résident à Dubaï, alors que nous, on a des clients dans le monde entier. Deuxième élément qu'il faut se poser, c'est lorsque vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous rentrez dans les critères de l'exit tax? Alors, l'exit tax, on va essayer de faire simple. On va tenter de déterminer la plus-value latente sur les titres de société que vous détenez. Par exemple, vous avez créé une société il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans avec 20 000 euros et aujourd'hui, elle vaut 1 million d'euros. La plus-value latente, c'est la différence entre cette valorisation actuelle et le prix de départ multiplié par
le taux d'imposition, la flat tax. On ne va pas vous demander de payer cette somme. On va juste vous demander de la garantir. Et on la garantit souvent par un nantissement sur des titres de société. Donc, pour rentrer dans l'exit tax, il faut qu'on détienne au moins 50% d'une société à l'IS. Ça veut dire que ça peut être aussi une société à prépondérance immobilière, soit que votre participation dans une société dépasse en valeur 800 000 euros. Et dans ce cadre-là, il va falloir mettre en place tous les mécanismes de l'exit tax. Alors, c'est pas compliqué, c'est très contraignant au niveau administratif, et puis surtout, on a un élément un peu particulier sur les Émirats arabes unis, on le retrouve aussi sur une autre destination, Israël, c'est que ça fait partie des 2 pays et des rares pays dont il faut déposer une demande d'exit tax au moins 3 mois avant de partir. Alors, souvent, on vient nous voir 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de partir, mais il nous arrive aussi qu'on vienne nous voir 1 mois ou 2 semaines avant, et puis on explique aux clients qui vont peut-être partir physiquement, mais qui demeureront résidents fiscaux français jusqu'à la computation du délai de 3 mois. Donc, ne pas oublier cette problématique d'exit tax qui est importante pour tout départ de France, mais qui est encore plus important lorsqu'on part vers les Émirats arabes unis, puisque on doit faire une demande au moins 3 mois avant de partir. Et puis, dernier élément, les autres démarches, nécessité d'obtenir l'Emirate ID. Alors, soit vous êtes dans un emploi hyper qualifié et vous allez chercher un contrat de travail, et là, vous allez avoir un visa de travail qu'on appellerait classique, soit vous avez décidé de créer une société, vous allez avoir un contrat, un visa business qui vous permettra d'obtenir l'Emirate ID. Honnêtement, c'est pas très contraignant, ça s'obtient plutôt facilement. On va dire l'ensemble des formalités se fait en moins de 3 mois. Et puis, dernier élément, lorsqu'on veut se préparer, se dire à quel moment je pars, à quel moment je préviens l'administration fiscale française. Il faut le faire le plus tôt possible et ne pas se dire ah, je le ferai dans ma prochaine déclaration d'impôt sur le revenu. Parce que il est possible qu'on vous demande des éléments de preuve comme quoi vous êtes parti et vous ne serez pas capable de les donner parce que si vous partez en janvier ou février 2023, votre déclaration où vous avez informé l'administration fiscale, c'est celle de 2023, faite en mai 2024, avec un premier avis d'imposition du Centre des non-résidents en septembre 2024, donc c'est un peu loin. Nous, on préconise, alors, plein de niveaux d'information, je ne vous le détaillerai pas ici, mais on préconise quand même un certain nombre d'informations et de protections pour les personnes qui partent. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant les Émirats arabes unis et la fiscalité. Ce qu'il faut retenir, encore une fois, si vous souhaitez vous expatrier à Dubaï, c'est une fiscalité extrêmement intéressante, avec un impôt société qui va être instauré, mais dont les effets vont être quand même extrêmement limités. Et puis derrière, une convention fiscale qu'il va falloir appliquer avec précaution. Mais honnêtement, nous, on a des clients vraiment dans toutes les typologies, y compris des sportifs ou des artistes, et on arrive à remplir les conditions de l'article 19.2 sans trop de difficultés. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire organisé par le cabinet d'avocats CBA. On se tient à votre disposition, puis on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire.